Maxime Pérez, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin pour essayer de nous expliquer ce que signifie cette annonce faite hier par Benny Gantz, qui est le Premier ministre par alternance et le ministre de la Défense, qui a donc révélé qu'il avait demandé au chef d'état-major de l'armée israélienne, Aviv Kochavi, de préparer l'armée à la mise en application du fameux plan d'annexion ou d'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain. Que veut dire Benny Gantz lorsqu'il révèle cette information ? D'abord, vous noterez la formule employée par son communiqué, par le communiqué publié hier soir par le ministère de la Défense, qui ne parle pas à proprement parler d'annexion, mais de mesures politiques à venir, et en vertu desquelles l'armée israélienne a reçu pour consigne de se préparer. Il faut savoir, Daniel, qu'actuellement, et jusqu'ici, l'armée israélienne n'avait pas reçu d'instructions claires à propos de ce qui est supposé se dérouler à partir du 1er juillet, même si la date, pour l'instant, reste encore une première option de la part du gouvernement. Il n'y a actuellement que 13 bataillons de l'armée israélienne dans les territoires de Judée-Samarie. C'est le plus faible contingent de l'armée israélienne depuis les années 2000. Ce contingent, en réalité, il n'a fait que baisser. Il y avait près de 80 bataillons au moment de la seconde intifada, 44 en 2006, puis une vingtaine en 2011, et aujourd'hui, il n'y en a seulement que 13. Donc, il va falloir un petit peu repenser à un déploiement stratégique pour faire face à une éventuelle éruption de violence. C'est pour ça que c'est à ça que l'armée israélienne va se préparer. Et d'ailleurs, Daniel, on n'imagine pas tout de suite du côté israélien le déclenchement d'une violente insurrection armée palestinienne. On imagine d'abord des heurts, ensuite des attaques de plus en plus intensives à l'arme blanche et à la voiture bélier, des procédés et des manières d'opérer que l'on connaît depuis maintenant un certain nombre d'années, et en dernier recours, des attaques plus dures, des attaques à l'explosif menées éventuellement par des cellules dormantes du Hamas dans les territoires. Alors justement, lorsque l'on dit se préparer, il en a été question au cours des derniers jours. On a parlé de la résurgence, en tout cas de la réincarnation de ces enzymes qui étaient les forces armées à l'intérieur même, on va dire, de l'autorité palestinienne, des forces du Fatah pendant la seconde intifada, qui ont commis de multiples attentats, qui se sont livrés à des actes terroristes multiples pendant la seconde intifada. Est-ce que l'armée israélienne se prépare aussi à une reformation si je peux m'exprimer ainsi, de cette enzyme? Oui, c'est vrai que quand on pense aux menaces qui pèsent sur les soldats israéliens, notamment lors d'opérations d'arrestation qui sont menées dans les villes sous contrôle de l'autorité palestinienne, on a toujours tendance à penser aux cellules dormantes du Hamas, à des éléments armés de cette organisation islamiste. Mais en réalité, il y a une autre menace. Ces enzymes, Daniel, ce sont réellement des têtes brûlées du Fatah, peut-être que les derniers faucons du Fatah qui ont survécu à la deuxième intifada, qui ont refusé de rejoindre les rangs, à la différence d'une grande majorité des terroristes palestiniens impliqués dans la seconde intifada et dans un certain nombre d'attentats à l'arme automatique, qui ont accepté un accord d'amnistie en 2003-2004 avec l'armée israélienne, en vertu desquels ils s'engagent à rejoindre l'autorité palestinienne, les forces de sécurité palestiniennes, à abandonner la lutte armée contre Israël, et en échange de cet engagement, Israël s'engage à son tour à ne pas les poursuivre, à ne pas les arrêter. Or, ces gens-là que vous avez vus, Daniel, certainement à la télévision israélienne ces dernières semaines, ce sont des hommes armés qui ont d'abord conservé leur arsenal, qui sont réfugiés le plus souvent dans des camps de réfugiés qui échappent au contrôle de l'autorité palestinienne, où l'armée israélienne évite également de s'aventurer pour limiter, pour minimiser les affrontements armés, éviter un engrenage, évidemment. Mais si on doit comparer à nouveau avec la seconde intifada du début des années 2000, à l'époque, il y avait, on va dire, des ordres clairs, on le sait maintenant, de Yasser Arafat, de la direction palestinienne, leur permettant d'agir. Est-ce que ce type d'ordre existe également, ont été donnés ou vont être donnés, peuvent être donnés en cas de mise en application de cette loi sur l'annexion par l'autorité palestinienne, par Mahmoud Abbas, par le chef des services de renseignement palestinien?
Oui, Daniel, parce qu'il faut d'abord préciser que si rupture de la sécurité, de la coopération sécuritaire il y a, pour l'instant, elle concerne l'échelon moindre du commandement à la fois palestinien et israélien. Ce sont essentiellement des fonctionnaires déployés dans des bureaux de liaison israélo-palestiniens qui existent dans les zones B et C de Judée-Samarie, qui pour l'instant se sont repliés en zone A dans les villes palestiniennes et qui pour l'instant ont arrêté la coordination avec Israël. Mais la question évidemment, Daniel, à plus long terme, moyen-long terme, c'est de savoir si l'autorité palestinienne, l'autorité de Mahmoud Abbas a l'intention d'aller plus loin, de rompre tous les accords de coordination avec l'armée israélienne, notamment le COGAT, y compris dans les points de passage commerciaux comme celui de Tarkoumia, où passent chaque jour des dizaines de camions de marchandises depuis le territoire israélien vers les zones palestiniennes. Et si en dernier recours, l'autorité palestinienne, dans sa logique d'escalade, dans cette dynamique d'escalade qui est celle de Mahmoud Abbas, du moins dans les différents discours qu'il a prononcés ces dernières semaines, eh bien, s'il ira jusqu'à permettre à ces éléments armés qui, globalement, prospèrent assez librement dans les camps de réfugiés que j'ai cités tout à l'heure, notamment Kalandia, eh bien, la question est de savoir si il postera ces forces de sécurité à l'entrée de ces camps pour empêcher des cellules d'en sortir et de mener des attentats, ou si il interviendra, ou s'il les laissera agir à leur guise. Et ça risque également de coûter cher à l'autorité palestinienne. Difficile pour l'instant de savoir jusqu'où ira l'autorité de Mahmoud Abbas. Est-ce que vous avez le sentiment, je fais aussi appel à votre observation personnelle d'analyste, que la déclaration de Benny Gantz dit hier, qui se montrait relativement, on va dire, favorable à la mise en application de l'ensemble du plan de paix de Donald Trump, elle vient dans la conjoncture du gouvernement d'union nationale montrer, peut-être prouver à Benjamin Netanyahou qu'il y a des dangers à la mise en application de cette loi derrière cela, c'est-à-dire que finalement la loi va créer une situation qui est tout à fait nouvelle, va obliger à redéfinir les priorités de l'armée israélienne. Oui, absolument. Le communiqué du ministère de la Défense est extrêmement explicite à ce sujet. Il demande aux forces de sécurité israéliennes de se préparer à différentes situations d'escalade dans les zones de friction avec les Palestiniens. Il n'est pas d'ailleurs spécifié uniquement qu'il s'agit des territoires de Judée-Samarie, de la Cisjordanie. Il peut s'agir également de la bande de Gaza, Daniel, et à ce sujet, il est fort à parier, c'est du moins l'estimation d'une partie de l'établissement sécuritaire israélien, que Mahmoud Abbas, dans l'optique d'éventuellement torpiller ce plan d'annexion israélien, tentera de faire monter la tension bien avant la date du 1er juillet, tandis que du côté de la bande de Gaza, Daniel, les factions palestiniennes, Hamas et Djihad islamique, eux attendront symboliquement certainement la date du 1er juillet pour réchauffer la frontière sud d'Israël. Il ne fait aucun doute qu'on devrait assister à une recrudescence des violences, y compris à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Donc vous êtes en train de nous dire que le Hamas et le Fatah pourraient, dans la conjoncture actuelle, mettre de côté leur rivalité, on va dire leur haine, on va dire même, pour essayer de faire front commun face à cette décision? Oui, c'est d'ailleurs quelque chose qui est presque assez ironique dans ce qui est en train de se dérouler, à savoir que d'un côté, vous avez les habitants israéliens de Judée-Samarie, le conseil du Yéchar en particulier, et le conseil des implantations juives, qui est opposé dans sa majorité au plan Trump, en estimant qu'il créerait les conditions à un État palestinien, et qui sont donc opposés à cette phase d'annexion voulue par Benjamin Netanyahou. Et de l'autre côté, vous avez l'ensemble des organisations palestiniennes, Fatah, Hamas évidemment, qui y sont tout aussi opposés parce que eux considèrent que il met fin au rêve d'un État palestinien. Donc ce sont deux visions qui se rejoignent, mais effectivement il y a cette espèce d'union sacrée du côté palestinien à laquelle on devrait assister. Et toute la question est de savoir quelle ampleur prendra cette révolte si elle a lieu, et si réellement les Palestiniens, notamment en Judée-Samarie, dans les zones sous contrôle de l'autorité palestinienne, ont réellement l'envie, la force de retomber, si je puis dire, dans les travers de la seconde intifada où ils ont beaucoup perdu. Et il faut savoir, Daniel, il ne faut pas l'oublier que depuis 2002, eh bien,
dans ces zones palestiniennes, eh bien, on assiste à une croissance. Il y a eu beaucoup d'argent arrivé d'Europe et des États-Unis qui ont permis aux Palestiniens de beaucoup mieux vivre. Il y a une coordination qui fonctionne avec l'autorité palestinienne, avec l'armée israélienne, des marchandises qui arrivent chaque jour en nombre. Il y a du travail, même si évidemment le chômage existe et reste élevé dans ces zones-là. Il y a des zones industrielles où des familles entières palestiniennes peuvent envoyer leurs hommes travailler, évidemment avec des chefs d'entreprise israéliens. Donc tout ça, Daniel, évidemment que Mahmoud Abbas y pense également parce qu'il ne peut pas tout perdre dans la bataille, perdre son autorité, perdre le contrôle de la situation et tout remettre en cause pour sa population qui a gagné, qui vit dans une relative prospérité depuis un certain nombre d'années maintenant. Vous avez le sentiment, vous, à travers ce qui se passe sur le terrain, que véritablement on s'achemine vers une mise en application de cette loi au début du mois de juillet, ou alors apparemment peut-être Benyamin Netanyahou trouvera un prétexte pour la reporter, peut-être que les Américains eux-mêmes demanderont aux Israéliens de reporter la mise en application en raison par exemple de la situation aux États-Unis. Quelle est votre impression à ce niveau-là ? Absolument, Daniel. Il y a comme une situation de crise majeure aux États-Unis avec des émeutes raciales qui se déroulent depuis maintenant plus d'une semaine et qui ne baissent pas en intensité, qui mobilisent quasiment l'armée américaine. En tout cas, Trump en est à appeler quasiment les forces armées américaines à imposer des couvre-feux dans la plupart des grandes villes des États-Unis. Et tout cela, évidemment, occupe son administration. Et peut-être qu'il ne cherchera pas à créer les conditions d'un nouveau foyer de tension. C'est peut-être la raison pour laquelle Benyamin Netanyahou et l'ambassadeur américain à Tel Aviv se sont entretenus il y a quelques jours. Benny Gantz a d'ailleurs participé à cette réunion. À Jérusalem maintenant, l'ambassadeur. Il est à David Pardon, Friedman. à Jérusalem, pardonnez-moi. Et par ailleurs, il y a eu cette phrase de Zev Elkin, ministre et proche de Benyamin Netanyahou il y a quelques jours, sur les ondes de la radio israélienne, qui a dit que la date du 1er juillet était une première date possible, que cette date était optionnelle et qu'il n'était pas exclu que ce plan d'annexion soit repoussé de quelques jours ou de quelques semaines. Donc pour l'instant, c'est un petit peu le flou, mais l'armée israélienne, évidemment, doit se préparer à ce scénario d'escalade, à ce plan d'annexion et ses conséquences. Et encore, comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas impossible, il est même fortement envisageable que l'autorité palestinienne fasse sciemment monter les tensions bien avant cette date du 1er juillet pour torpiller ce plan israélien d'annexion. Eh bien, Maxime Pérez, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce dossier extrêmement brûlant, on va dire même explosif, qui risque d'être explosif, on ne l'espère pas bien entendu. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonne journée, à bientôt. Merci Daniel.